Des mécanismes de défense qu'on met en place en tant qu'être humain quand on est amené à rencontrer diverses situations, compliquées ou pas. On va mettre en place plusieurs mécanismes qui sont inconscients, non conscients, pour pouvoir nous défendre, nous protéger face à ce qu'on est en train de vivre. Le premier mécanisme dans le top 1 des mécanismes qu'on sollicite le plus, ça va être le refoulement. Donc le fait de refouler, d'expulser de sa conscience ce qu'on est en train de vivre, vraiment de mettre à distance ce qu'on est en train de vivre. On parle des actes manqués, généralement c'est des éléments qui vont revenir lors des lapsus. En français courant, on parle de lapsus révélateur, le fait de ramener donc certains éléments qu'on a pu vivre qui vont ressortir dans notre discours quand on va avoir une conversation. On va faire remonter à notre conscience ces éléments-là. Ça peut aussi revenir dans nos rêves. Souvent, dans nos rêves, certains éléments de vie qu'on a refoulés, que ce soit dans notre enfance ou à l'âge adulte, vont remonter dans nos rêves. Et voilà, donc ça va remonter à notre conscience par le rêve ou par les lapsus. Ensuite, comme mécanisme de défense, on a l'annulation. L'annulation, c'est des mots ou des comportements qu'on va avoir qui vont venir compenser symboliquement, finalement, ce qu'on est en train de vivre. Ça va être des actes qu'on va mettre en place de manière inconsciente, des choses qu'on peut dire qui vont avoir cet effet bénéfique de compenser. On le trouve souvent chez les TOC, notamment chez les personnes qui ont un trouble obsessionnel compulsif, qui vont procéder, qui vont plutôt recourir à ce mécanisme de défense qui est l'annulation. Donc elles vont, par exemple pour une personne qui a un TOC de lavage, qui va se laver régulièrement les mains, et ben ça va être un mécanisme de défense d'annulation lié à une angoisse, par exemple, de la saleté, une angoisse disproportionnée de la saleté. Donc pour compenser cette angoisse-là, la personne va procéder à des rites de lavage de manière répétée pour compenser. Ensuite, on a la dissociation. Alors la dissociation, c'est le fait de se sentir à côté de son corps finalement, quand on vit un élément qui est un événement de vie qui va être très marquant, qui va être choquant, alors plus ou moins choquant hein, selon les personnes. Chacun a aussi son niveau d'acceptation finalement des situations qu'elle rencontre, mais ça va être vraiment cette sensation d'être à côté de ce qu'elle est en train de vivre, comme si elle était observateur de la situation. Ce mécanisme de défense, on le met en place notamment quand, par exemple, on a l'annonce d'un diagnostic. Un diagnostic, que ce soit un cancer, où on va avoir beaucoup de choses qui vont être rattachées à ce mot cancer, qui est lourd socialement. Et ben, on va avoir cette distance qui peut se produire. Et donc, c'est un mécanisme que notre cerveau va mettre en place inconsciemment. On va avoir cette impression d'être observateur de la situation qu'on est en train de vivre. Donc ça s'appelle la dissociation et ça peut être vécu dans plein de situations, à différents âges de vie, par tout le monde. C'est des mécanismes de défense qui sont totalement non pathologiques finalement, qui sont naturels et qui sont mis en place inconsciemment par notre cerveau pour nous protéger. Ensuite, dans les mécanismes de défense, on a la sublimation. Alors, qu'est-ce que la sublimation ? La sublimation, c'est le fait de canaliser des pulsions qui vont être socialement inadaptées par des comportements qui, eux, seront acceptables socialement.
Par exemple, on le retrouve beaucoup chez des personnes qui peuvent avoir des addictions. Donc dans certaines addictions, avoir des addictions par exemple à des toxiques, socialement, ça sera moins acceptable que d'avoir des addictions au sport. C'est un exemple. Voilà. Et socialement, ça sera plus acceptable d'avoir une addiction au sport que à des toxiques où il peut y avoir différents jugements ou autres. Donc en fait, la personne va rediriger ses pulsions vers euh, une autre activité. Pour autant, c'est pas plus sain puisque il y a beaucoup de frustration qui se cache derrière et la personne ne va retirer aucun plaisir à pratiquer l'activité dans laquelle elle sublime finalement ses pulsions. Donc il n'y a aucun plaisir qui en ressortira. Finalement, ça va être toujours de la compulsion de la même manière. Donc voilà pour la sublimation. Ensuite, on a l'anticipation émotionnelle ou cognitive. Alors l'anticipation, ça c'est un mécanisme de défense qu'on est nombreux à avoir déjà rencontré dans notre vie. Les personnes qui ont de l'anxiété l'utilisent beaucoup. C'est le fait donc d'anticiper soit à une situation qui s'est déjà produite. Quand on va rencontrer une situation similaire, on va finalement anticiper nos réactions émotionnelles, les pensées qu'on pourrait avoir, les réactions des autres, les émotions des autres. On va essayer finalement de pouvoir anticiper tout ce qui pourrait se produire pour avoir une impression de contrôle de la situation, essayer de contrôler au mieux la situation. Donc ça reste qu'une impression, hein, parce qu'on est d'accord, on ne peut pas tout contrôler. Donc ça reste vraiment qu'une impression, mais cette impression de contrôle et de limiter l'incertitude finalement dans les situations, ça permet d'être rassurant. Donc les personnes qui ont de l'anxiété notamment vont recourir beaucoup à ce mécanisme de défense qui est l'anticipation. Voilà. Ensuite, nous avons l'intellectualisation. Alors, l'intellectualisation, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'user, de recourir excessivement à de la pensée abstraite, au fait de généraliser les choses. En fait, simplement, ça va être les personnes qui vont essayer de tout comprendre, mais dans l'excès. Donc, elles vont essayer de trouver une justification à tout, vraiment tout ce qui se produit dans leur vie. Elles vont faire des généralités pour tout et elles vont essayer de comprendre tout. Même les plus petites choses, elles vont essayer de mettre du lien, du sens, d'intellectualiser les choses pour que finalement ça ait du sens. Donc ça, au niveau identitaire aussi, il y a un fort lien et c'est un mécanisme de défense de vouloir tout décortiquer, tout comprendre d'un sujet notamment ou autre, d'une situation également. Ensuite, nous avons la dépréciation, la dévalorisation de soi. Donc ça, c'est le fait de attribuer à autrui ou à soi-même des défauts qui vont être exagérés. Alors, je m'entends par exagérer, c'est-à-dire que, par exemple, une personne où elle a plein de qualités, hein, mais il y a des petites choses qui nous agacent un petit peu, on va mettre le doigt dessus, c'est vraiment ce qu'on va relever tout le temps. Finalement, on va faire grossir ce petit défaut. Alors ça marche beaucoup hein, avec le sentiment d'estime de soi chez des personnes qui ont une faible estime d'elles-mêmes. Elles vont davantage mettre en avant leurs propres défauts ou les défauts d'autrui. Et donc c'est un mécanisme de défense aussi d'avoir cette dépréciation des éléments internes ou externes et de voir finalement que ça, ou en tout cas de mettre que ça en avant. Ensuite, nous avons la rationalisation. Alors, la rationalisation, c'est le fait d'avoir recours à la logique, à la morale, mais d'une manière très superficielle.
Donc les réelles motivations, en fait, dans ce cas-là, elles sont complètement dissimulées. C'est vraiment de raisonner de manière très superficiellement. On fait du lien. Alors, par rapport à pardon, je me reprends. Par rapport à l'intellectualisation, où on va chercher en profondeur à comprendre et à mettre des fois du sens là où bon, il n'y a pas nécessité. La rationalisation, c'est A plus B, ça fait C. On reste, donc je disais, on reste sur du superficiel. Voilà, la réelle motivation, elle n'y est pas du tout. On va pas essayer de comprendre la motivation de pourquoi cette personne nous a parlé comme ça aujourd'hui, pourquoi ce mec dans la voiture, il nous a crié dessus. Non, juste, on va rationaliser en surface avec les éléments qu'on a et on va pas du tout, par exemple, penser qu'il y a d'autres éléments derrière qui pourraient expliquer le comportement de la personne. Ça, c'est également un mécanisme de défense finalement, puisque ça peut venir toucher notre intégrité d'aller trop creuser dans la compréhension. Donc on va rester en surface et on va essayer de raisonner de manière assez logique, selon notre logique à nous, notre morale à nous. Et souvent, les explications qu'on retire de ça, c'est rassurant. C'est rassurant, mais pour autant, c'est souvent très erroné. C'est la vraie raison, la vraie motivation, on n'y est pas du tout. Et pour autant, voilà, on reste sur de l'explication en surface. Ça nous convient très bien. En tout cas, dans la situation dans laquelle on se trouve, des fois, c'est plutôt confortable finalement de rester sur une explication en surface. Nous avons aussi comme mécanisme de défense la rêverie autistique. Alors, la rêverie autistique, c'est le fait de visualiser, de penser de manière excessive à une situation. Alors, cette situation, elle peut très bien ne jamais se produire et ne s'être jamais produite non plus dans le passé. Ça peut être quelque chose qu'on aimerait, un souhait par exemple, le fait de vivre une relation avec une certaine personne. Et on va en fait imaginer de manière excessive, un peu comme dans le rêve, où finalement quand on rêve, on dort, on n'a aucun contrôle sur ce qu'on visualise. Là, on va avoir un contrôle sur ce qu'on visualise. Alors, tout le monde n'est pas en capacité de le faire. Ça, c'est un mécanisme de défense qui est très utilisé, très fréquent chez des personnes qui ont de bonnes capacités visuospatiales, qui sont en capacité de visualiser, d'avoir recours à de la visualisation facilement. Quand elles ferment les yeux, qu'on leur dit par exemple de penser à une pomme, elles arrivent à visualiser la pomme, elles peuvent nous dire la couleur, la forme, elles peuvent même essayer de ressentir le goût. Voilà. Si vous êtes en capacité de faire ça, vous serez en capacité d'imaginer un lieu, vous serez en capacité d'imaginer une situation. Voilà. Donc ça, en fait, on peut l'utiliser de manière excessive comme mécanisme de défense quand, par exemple, on aimerait énormément vivre une situation, mais du coup, ça devient un peu poussé à l'extrême puisqu'on va avoir cette réalité diurne, donc de jour, qui va être excessive et qui va être complètement imaginaire, fantastique, fantasmée même. Donc voilà pour la rêverie autistique. On a également le passage à l'acte qui est un mécanisme de défense. Alors qu'est-ce que le passage à l'acte ? Le passage à l'acte, c'est le fait de faire quelque chose, faire une action pour ne pas ressentir ou ne pas penser. Notamment quand il y a des émotions qui sont très 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 désagréables, qui sont dures à accepter, qui sont dures à vivre, on peut avoir recours au passage à l'acte, hétéro donc envers les autres ou auto envers soi, agressif ou non. Notamment les scarifications, ça c'est un passage à l'acte, c'est un mécanisme de défense. Les gens qui ont recours à de la scarification, souvent c'est pour finalement décentrer son attention des émotions souvent lourdes
souvent dur à gérer, et décentrer son attention sur autre chose. Ça a un bénéfice secondaire de faire ça. Chez ces personnes-là, ça provoque un bénéfice secondaire, que ce soit un appel à l'aide, que ce soit aussi la douleur que ça peut engendrer, qui va finalement, comme je disais, décentrer son attention, des émotions qui sont ressenties, ou encore des pensées aussi, des ruminations qui peuvent être incessantes, qui sont compliquées à mettre à distance. Ça va avoir cet effet-là finalement d'apaisement, même si on pourrait croire, vu de l'extérieur, le contraire. Ça a une fonctionnalité pour les personnes qui le font. On a également le retrait apathique. Alors, le retrait apathique, c'est le fait de se replier sur soi, d'avoir une indifférence affective. Donc vraiment de mettre à distance finalement toute situation qui pourrait générer une émotion, de les mettre à distance. Souvent, c'est les personnes qui disent je m'en fous, ça me passe au-dessus, vous avez l'impression qu'elles ressentent rien. Pourtant, la situation était quand même grave, ou à vue d'œil, vue de l'extérieur, tout ça. Il y a d'autres personnes qui pourraient dire, en me mettant à sa place, moi, je l'aurais mal vécu. Et ces personnes-là, on a l'impression qu'elles sont souvent en surface, et elles vous disent, ah, mais moi, je m'en fiche, c'est pas grave, il m'a fait ça, c'est pas très grave. Généralement, ces personnes-là, c'est pas qu'elles en ont rien à foutre de la situation, c'est qu'elles mettent à distance en fait. C'est qu'elles mettent énormément à distance. Donc c'est un moyen de se protéger également. Et pour finir, dans notre liste des mécanismes de défense, nous avons le clivage. Alors, qu'est-ce que le clivage? C'est le fait d'avoir une vision très dichotomique. Tout est bon, tout est mauvais. Voilà. Ça, on le retrouve beaucoup chez l'enfant, par exemple, où ça va être un peu papa il a raison, maman elle a tort. Donc on va aller demander à papa, ou inversement. Voilà. Donc tout est bon, tout est mauvais, et donc ce truc très clivant, et d'aller dire à l'autre, lui il se comporte comme si, ou vous voyez, on le retrouve aussi dans les patients qui sont institutionnalisés, qui vont être très clivantes envers les équipes de soins. Et quand il y en a un qui refuse quelque chose, on va aller demander à l'autre. Comme ça, on ne sait jamais. Peut-être que sur un malentendu, ça peut fonctionner, ça peut passer. Donc voilà, pour les 12 mécanismes de défense qu'en tant qu'être humain, on a tendance à mettre en place et pour lequel on recourt de manière inconsciente pour nous protéger dans notre fonctionnement normal.